Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. 3 semaines après la reprise des cours, les élèves en classe d'examen sont fixés sur les dates des examens nationaux. Pour le gouvernement, l'année scolaire doit aller à son terme. Lors d'un point de presse hier, le Premier ministre a indiqué que toutes les mesures étaient prises pour un bon déroulement de ces examens. Lutte contre le coronavirus. Le gouvernement met les masques de protection à la disposition des populations vulnérables. Une délégation conjointe du ministère du Développement à la base et la délégation de l'Union européenne au Togo était hier dans les unités de production bénéficiaires du projet d'appui aux producteurs de masques. Au Tchad, les dates des élections législatives et présidentielles plusieurs fois reportées sont enfin connues. Les deux élections auront lieu l'année prochaine, la présidentielle d'abord et ensuite les législatives. La journée mondiale des astéroïdes, c'était le 30 juin dernier. Cette journée est l'occasion de faire le point sur la menace que représentent ces projectiles venus de l'espace. Qu'est-ce qu'un astéroïde? Quel impact sur les humains? Nous allons en parler avec M. Doko Fiador, coordonnateur de l'Association des jeunes géologues et environnementalistes du Togo. Et puis, dans ce journal également à suivre, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Ils sont désormais fixés sur les dates des examens nationaux, 3 semaines après la reprise des cours pour le compte des classes d'examen. La date de la rentrée académique 2020-2021 est elle aussi connue. Elle est fixée au 26 octobre. Reste que les épreuves sportives sont-elles annulées pour cette année? L'information a été rendue publique hier par le chef du gouvernement, Kwame Selom Klassou. À la réouverture des établissements et centres de formation le lundi 15 sur toute l'étendue du territoire national pour 4 à 6 semaines, il a été décidé ce jour et après 3 semaines de reprise des cours en présentiel et après évaluation de la situation sur les 3 semaines, l'avis donné par le Conseil scientifique, les ministres en charge de l'éducation et leurs collègues de la santé, il est décidé de l'organisation des examens nationaux ainsi qu'il suit. Pour le CEPD, les examens commenceront du 4 et prendront fin le 6 août. Bien avant le CEPD, qui est l'examen de fin pour le primaire, il y a le CAP au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cet examen pour le CAP, lui, doit commencer du 14 au 24 juillet. Ensuite, nous passons au baccalauréat première partie, communément appelé Bac 1. Les épreuves techniques et pratiques anticipées commenceront du 4 au 14 août 2020. Quant aux épreuves écrites pour le Bac 1, ce sera du 18 au 21 août. Vient le BEPC. Les examens commenceront du 1er et prendront fin le 5 septembre. Pour le baccalauréat deuxième partie, il y a pour certaines séries des épreuves pratiques, puisque nous parlons de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, pour le Bac 2, la partie pratique qui est toujours passée de manière anticipée se déroulera du 24 août au 11 septembre 2020. Et les épreuves écrites du Bac 2 se dérouleront du 14 au 18 septembre 2020. Le Bac 2 étant le diplôme qui sanctionne le deuxième cycle du secondaire. Viennent maintenant les BTS. Pour les BTS, les épreuves pratiques et orales se dérouleront du 7 au 16 septembre 2020. Les épreuves écrites
du 28 septembre au 2 octobre 2020. Vous savez qu'au rang des examens, il y a aussi les épreuves sportives. Mais compte tenu de la nature de la maladie et vu les exigences des épreuves sportives, il est décidé d'annuler pour cette année, sur l'ensemble du territoire, toutes les épreuves sportives qui devraient rentrer dans l'évaluation des apprenants. Vous aurez constaté que les derniers examens vont jusqu'au 2 octobre. Pour ce faire, et en tenant compte des délais de correction et de proclamation des résultats, la rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 26 octobre 2020. À cet instant, le gouvernement tient à remercier tous les acteurs et partenaires sociaux de notre système éducatif pour leur contribution au bon déroulement des activités pédagogiques et les invite à mutualiser toujours les efforts pour que les évaluations se déroulent aussi dans de très bonnes conditions. Ces examens vont se dérouler dans un contexte particulier en raison de la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre, comme Selom Krasso, rassure sur les dispositions prises par le gouvernement pour un bon déroulement des épreuves dans le strict respect des mesures barrières. Ces différents examens nationaux seront organisés dans le strict respect des mesures barrières en vigueur. Ça voudra dire la distanciation physique. Contrairement à ce qui se faisait les années passées sans Covid, cette année, le nombre des candidats par salle sera limité. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup plus de salles d'examen. Et comme vous pouvez déduire, ceci entraînera naturellement des charges supplémentaires. Et le président de la République a déjà donné les directives pour que ces conditions soient réunies afin que nos apprenants puissent passer leurs examens dans le respect des mesures barrières. Étaient présents à ce point de presse les ministres en charge des enseignements primaires et secondaires Acha Deji Afo, de l'enseignement technique Taïhou Babieg, de la santé Moustapha Mijiawa et du coordonnateur national du comité de riposte au coronavirus, colonel Djibril Mohamed. De nouvelles communes dans les préfectures de Loti et de la Kosa, désormais partenaires de l'université de Kara. La convention de partenariat entre les parties a été signée hier à la salle de conseil de la présidence de l'université de Kara. Eric Tazou de Radio Kara pour des précisions. C'est une première dans l'histoire de l'université de Kara qui, au-delà de sa mission de formation académique, participe au développement des communautés à la base. Cette raison, ajoutée au processus de décentralisation en cours au Togo, a amené les responsables des communes Oti 2 et Kosa 2 à se rapprocher du temple du savoir de Kara pour développer un projet en faveur de leur population locale. Une manière de contribuer au développement des dites communes. Cette convention, qui n'est qu'un partenariat pilote, est basée sur le projet décentralisation et localisation des objectifs de développement durable, projet financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour une durée de 5 mois. Les objectifs du projet avec le professeur Sanda Komlan, président de l'université de Kara. Ça répond d'abord à un positionnement de l'université en tant que partenaire dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation du gouvernement. Ensuite, dans un objectif d'ancrage de l'université dans son environnement. Et enfin, dans un objectif de partenariat avec les communes du Togo. Les 2 communes qui ont commencé aujourd'hui avec nous ne sont qu'un exemple. Et à travers ce partenariat, les municipalités et l'université de Kara entrent dans un partenariat élargi avec les partenaires techniques et financiers
qui souhaitent accompagner la politique de décentralisation du gouvernement. Le présent partenariat offre des opportunités aux étudiants de l'université de Kara, le professeur Sanda Komla. Dans le cadre de ce partenariat, ils seront impliqués dans des activités de recherche-action dans le cadre de leur stage de formation et des activités d'insertion professionnelle où ils peuvent faire des stages d'imprégnation en milieu professionnel. Et plus tard, sait-on jamais, ces stages d'imprégnation peuvent se traduire en contrat d'embauche, que ce soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. Donc, c'est une option aussi d'insertion professionnelle des diplômés, que ce soit des cadres moyens qui sont des licenciés formés en planification, suivi, évaluation du projet de développement local ou des cadres de haut niveau que sont les masters en planification. Des avantages sont aussi à saisir, voire déjà perceptibles dans les communes parties prenantes. Retrouvons le président de l'université, Sanda Komla. Pour la commune de Koza 2, il y a déjà un groupement qui collabore avec l'université de Kara pour la filière de transformation du gingembre. Ce groupement produit du gingembre que l'université de Kara achète et qu'elle transforme en huile essentielle. Dans le cadre de ce partenariat, il est prévu qu'une unité pilote d'extraction du gingembre soit mise en place sur le territoire de la commune de Koza 2, qui sera pilotée par les citoyens de la commune de Koza 2. Dans l'OTI, c'est une clinique vétérinaire mobile, puisque c'est une commune à fort potentiel d'élevage pour accompagner les éleveurs. La convention a été signée côté commune par les maires Kabia Kosiwa de la commune Koza 2 et Landani Yentruleng de la commune Oti 2 et côté université de Kara par son premier responsable, le professeur Sanda Komla. Eric Tazou, merci. Visite d'une délégation conjointe du ministère en charge du développement à la base et de l'Union européenne hier à Nico Group et à Green Light, des unités de production de masques bénéficiaires du projet de production de masques réutilisables. En lançant ce projet, le gouvernement veut rendre les masques accessibles aux populations des zones vulnérables. Adjovi et l'AOPC Anime, promoteur, parle du travail qui s'y effectue. On a eu l'idée de faire des masques pour la population vulnérable. Donc par là on a commencé. Quand on a amené les échantillons, ils nous ont aidés avec les machines, les matières premières, comme vous les voyez, l'Union européenne, le FAEG. Bon, les masques actuellement, on est à 1200 masques par jour. À ce jour, grâce aux efforts que nous avons fournis, nous arrivons à produire 3000 masques par jour. Non seulement nous fabriquons des masques, mais il y a un suivi où on les apprend le processus d'assemblage industriel. Donc quand ils sortent ici, ils ont un plus. Ce projet, selon la directrice générale du FAEG, est un accompagnement aux jeunes entrepreneurs pour une production à grande échelle. Madame Badamassi Saouda Mivedor, directrice générale du FAEG. Avec l'appui de l'Union européenne et de la coordination nationale de riposte contre la COVID-19, les jeunes ont pu bénéficier d'un montant de 13 millions pour l'acquisition d'équipements pour la production de masques à destination des populations vulnérables accompagnées par la NADEB. Les populations ont besoin de se protéger, mais au regard de leur vulnérabilité, disposer de masques adaptés à leur protection n'est pas évident. Et pour le représentant de l'Union européenne au Togo, la visite de ces sites de production a permis aux partenaires financiers de constater l'état d'avancement des travaux. Bruno Anceste, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, qui est notre partenaire pour le financement, par exemple, des machines coudre, les machines à lavage, etc. Donc on a vu la manière dont ces masques sont produits avec l'appui du FAEG. Mais je dois dire qu'il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui ont eu la formation initiale dans les Nunya Lab, une initiative sous la tutelle du ministère du Développement à la base. Je suis très impressionné et je suis satisfait.
La 19e édition du concours international de la langue chinoise s'est ouverte le 2 juillet dernier à Lomé. Le concours, dont le thème est « Un monde, une famille », n'a pour entre autres objectif que de favoriser une intégration sino-africaine et d'intensifier les relations d'amitié et de coopération entre la Chine et les États africains. Dr Aboudou Mama, directeur de l'Institut Confucius du Togo. Le fondement premier de l'Institut Confucius était d'apprendre les gens à parler le chinois pour leur permettre de s'insérer dans les entreprises chinoises. Ce concours s'inscrit dans la formation et la promotion de la langue chinoise dans le monde et dans le but d'encourager les étudiants les plus performants, les plus assidus. Ça leur permettra d'aller compétir à l'international. Les statistiques montrent que dans la sous-région, les meilleurs étudiants sont les Togolais. À cette 19e édition, le Togo présente 9 candidats. Le meilleur prendra part à Pékin à la phase finale et pour cause du coronavirus, c'est à travers une visioconférence que la deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé, professeur Begba, s'est adressée aux concurrents. Je voudrais m'adresser aux étudiants et étudiantes pour leur dire qu'ils ont fait déjà du chemin pour être à l'étape actuelle de ce concours dénommé le pont vers le chinois et qu'il ne fallait pas que cette situation les déstabilise. Au contraire, ça doit les motiver à donner davantage d'eux-mêmes pour que les efforts consentis pour être dans les 9 meilleurs au jour d'aujourd'hui, que ces efforts-là ne soient pas vains. Je les encourage donc à se surpasser et que chacun d'entre eux se dise « Je peux être le meilleur, je peux être l'élu et je vais être l'unique qui va continuer le chemin et honorer d'abord l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. » La langue, vecteur et outil de communication contribue surtout au rapprochement des peuples et des civilisations. Éviter à tout prix une contagion généralisée et circonscrire les cas, c'est ce à quoi s'attellent les autorités togolaises dans leur lutte pour éradiquer le Covid-19. Leur action consiste à surveiller et à comprendre la dynamique de cette épidémie, anticiper les différents scénarios et enfin à mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission de ce virus sur le territoire national. Avec un total de plus de 32 000 tests de laboratoire effectués sur l'ensemble du territoire national, le Togo fait partie du top 10 des pays africains qui dépistent le plus par tête d'habitants selon les plus récentes statistiques. Avec le docteur Serge Michel Kodom, médecin interniste et infectiologue, président de l'ONG M Afrique, nous faisons le point de la situation de la pandémie au Togo. Il s'en félicite et appelle à la prudence et au respect des dispositions édictées par le gouvernement. La situation au niveau du Togo est, qu'on dise quand même, à nuancer. D'emblée, on félicite parce que lorsque vous voyez les chiffres qui tournent autour de 667 cas maintenant, c'est vraiment en dessous de 1000 infections détectées parce qu'il y a ceux qui ne sont pas certainement détectés parce qu'au jour d'aujourd'hui, le système adopté au Togo, c'est le suivi des cas contacts depuis que les frontières ont été fermées plus ou moins. Et tous ceux qui ont été en contact avec les vols qui sont arrivés au Togo courant mois de mars sont suivis et ceux qui ont été en contact avec ces voyageurs sont en train d'être traqués. Et quoi qu'on dise, on peut féliciter ici le travail de la coordination nationale, le travail du gouvernement, le travail des acteurs, la société civile aussi qui est là. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui se battent et il faut les féliciter. Même si on sent aujourd'hui un relâchement, il faut comprendre l'attitude de la population. Pourquoi ce relâchement? Je pense qu'on doit être très prudent parce que lorsqu'on voit les chiffres déjà en Afrique du Sud, il y a eu près de 8500 nouvelles contaminations en une journée
journée. Et lorsqu'on voit le nombre de morts au Brésil, lorsqu'on voit le comportement des Togolais aujourd'hui, ça laisse à craindre. Et malheur à nous si on se laisse aller. Donc ça veut dire que nous devons faire extrêmement attention et apprendre des leçons. Tout ce qui s'est passé ailleurs. J'en appelle à toute la population de prendre conscience. Il y a une étude menée par des médecins togolais dans 16 pays qui projette que courant mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, on risque d'avoir des nombres très élevés eu égard au comportement de la population. Dans nombre de pays, à l'instar du Togo, le développement, quel qu'il soit, dépend de la santé de la population. Consciente de cela, l'ONG PACID, Partage et Action Synergie pour le développement, entend créer des conditions appropriées au développement en intensifiant la lutte contre le coronavirus. L'ONG, qui déplore ces derniers temps un relâchement dans le comportement des Togolais, se dit inquiète. Monsieur Francis Komi Agba, directeur exécutif de l'ONG PACID. Au niveau de PACID, nous avons dû fermer notre bureau même pendant 2 semaines avant de rouvrir après parce qu'on a fini par comprendre aussi que quand bien même le mal est là, c'est nous qui devons nous adapter à ça, nous devons apprendre à vivre avec ce mal et donc adopter les comportements appropriés. Et à ce début-là, quand le gouvernement a sorti les mesures barrières, j'étais surpris par la façon dont tous les émigrants portaient leurs masques. Les femmes, derrière les étalages, portaient leurs masques. Et partout, quand tu veux rentrer dans un bureau, vous avez un dispositif de lavage de mains. Et on voit que les gens, ils sont très disciplinés. Ce qui était très, très positif dans le cadre de la riposte contre la pandémie. Malheureusement, il faut dire que ces derniers temps, on constate qu'il y a un début de relâchement. Quand on passe devant les bars, on voit les jeunes passer dans la rue, on voit des attroupements où les gens ne sont même pas en cache-nez. Il y a beaucoup d'occasions où on voit des attroupements où les mesures de distanciation sociale ne sont pas observées. Et ça commence à devenir inquiétant. Même les pays qui ont cru que le mal était vaincu ont commencé le déconfinement. Certains se replongent encore aujourd'hui dans le reconfinement. Aujourd'hui, les statistiques repartent à la hausse, malheureusement, dans certains pays comme aux États-Unis, au Brésil, c'est inquiétant. Et voici la situation du Covid-19 au Togo en rappel. 4 des 283 personnes testées hier sont positives, portant le nombre total des cas positifs à 671. Ces 4 personnes âgées de 20 et 105 ans se répartissent comme suit. Un cas parmi les contacts, un homme dans le district 3 à Lomé. 2 cas parmi les voyageurs, 2 hommes dans le district du Golfe à Lomé. Un cas parmi les suspects, une femme à Agoué. Aucun nouveau guéri n'a été enregistré. Maintenant, le nombre total de patients guéris du Covid-19 à 424. Le nombre de décès, 14, reste inchangé. Le nombre de cas actifs est de 233. Un total de 32 267 tests de laboratoire ont été effectués sur l'ensemble du territoire national. La suite de cette édition, en Côte d'Ivoire, le PDCI a accepté la candidature de Henri Konan Bédié en vue de la présidentielle d'octobre prochain et recalé celle de son challenger Kouadio Konan Bertin. À l'approche de l'élection, les rares obstacles qui s'érigeaient en interne à l'investiture de l'octogénaire, ancien chef de l'État, sont quasiment tous tombés. Henri Konan Bédié a rallié à lui les jeunes qui pouvaient prétendre à concourir, à l'instar de Jean-Louis Billon, 56 ans, devenu son porte-étendard. Seul un autre quinquagénaire s'est risqué à déposer un dossier de candidature contre Bédié. Les électeurs tchadiens iront aux urnes en avril et octobre prochain pour le compte de l'élection présidentielle et des législatives. Il y a quelques jours, le chef de l'État Idriss Déby a sommé la Commission électorale nationale indépendante et le cadre national de dialogue politique, les 2 organes en charge des élections, d'accélérer le processus électoral mal en point depuis quelques années. Odette Pirin.
Après concertation avec les différents protagonistes du processus électoral, la présidentielle est prévue pour le 11 avril 2021, l'échéance normale et les législatives le 24 octobre de la même année, soit plus de 6 ans après la fin du mandat des députés. Un calendrier qui consacre une inversion du cycle électoral. C'est le résultat du choix de nouvel opérateur pour le recensement électoral biométrique. Du côté du pouvoir, on craignait un calendrier qui risquait de mettre en danger le mandat du chef de l'État qui arrive à échéance à l'été 2021. Il fallait donc privilégier l'élection présidentielle en espérant que le nouvel opérateur choisi au printemps dernier et qui manque d'expérience selon beaucoup d'observateurs parvienne à relever le défi d'un nouveau recensement électoral biométrique d'ici le mois d'avril prochain. Sur le plan diplomatique, le président Déby a redit au cours du dernier sommet du G5 Sahel en Mauritanie qu'il comptait pour l'instant conserver toutes ses forces armées sur le territoire tchadien. Une remise en cause du déploiement d'un bataillon dans la zone des 3 frontières promis après le rendez-vous de Pau en janvier et à nouveau demandé fin avril par ses partenaires. Mais le chef de l'État affirme que la situation sécuritaire n'est pas assurée dans son pays. Pour lui, avec la montée des eaux, la menace autour du lac Tchad demeure persistante et toute projection hors du territoire ne doit pas se faire au détriment de la sécurité du Tchad. Et dans les coulisses, les spécialistes s'interrogent néanmoins sur les motivations d'Idriss Déby, notamment sur la situation réelle dans le lac Tchad et si il cherchait à obtenir davantage de contrepartie pour ce déploiement ou tout simplement s'il craignait le retour de rebelles mercenaires de Libye. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a rapporté cette semaine une hausse de cas de violation des droits de l'homme dans la province de l'Ituri en RD Congo. À l'instar du mois précédent, les groupes armés sont les principaux responsables des violations documentées. Des efforts, des renforts militaires ont été envoyés dans cette province en proie à plusieurs types de menaces. Depuis le mois d'avril, au moins 7 incursions de l'armée sud-soudanaise ont été recensées par les forces armées de la RDC. Officiellement, les militaires sud-soudanais pourchassent les rebelles de ce pays sur le territoire congolais. Et nous entamons la deuxième partie de ce magazine pluriel. La journée mondiale des astéroïdes a été célébrée le 30 juin dernier. Cette journée est l'occasion de faire le point sur la menace que représentent ces projectiles venus de l'espace. Elle permet également d'informer le grand public sur les mesures à prendre pour assurer la communication de crise au niveau mondial en cas de risques crédibles liés aux objets géocroiseurs. On estime que l'impact d'un astéroïde aurait des répercussions économiques mondiales en cascade avec des dommages se chiffrant à plusieurs milliards de francs CFA. On estime aussi que plus de 40 000 astéroïdes de plus petite taille orbitent près de la Terre, dont moins de 20% ont été repérés. Magazine pluriel de ce samedi reçoit M. Dour Kofi Ador, coordonnateur de l'Association des jeunes géologues et environnementalistes du Togo dénommée ONG SG2D, Sciences Géologie pour le développement durable. Monsieur Dour Kofi Ador, bonjour. Bonjour. Alors, le monde entier, on l'a dit tantôt, a célébré le 30 juin dernier la journée internationale des astéroïdes. Dites-nous, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par astéroïde? Merci, monsieur, pour l'opportunité que vous nous avez offerte pour parler de la journée mondiale des astéroïdes. Pour revenir à la question, qu'est-ce qu'un astéroïde? Par définition, un astéroïde est un petit corps solide du système solaire de quelques centaines de kilomètres au maximum et le plus souvent orbitant entre la planète rouge, Mars, et la planète géante Jupiter. Alors, pourquoi une journée mondiale des astéroïdes? Une journée mondiale des astéroïdes pour 2 raisons principales. Pour commémorer chaque année, au niveau international, l'anniversaire de l'explosion de Tunguska en Sibérie, Fédération de Russie, survenue le 30 juin 1908,
est connu comme le plus grand impact d'astéroïdes enregistré dans l'histoire récente de la Terre. Et aussi pour sensibiliser la population au risque d'impact de ces astéroïdes. C'est aussi une journée pour informer la population sur des mesures et des dispositions qui sont en train d'être prises pour protéger la Terre contre ces impacteurs extraterrestres. Alors, Monsieur Kofi Ador, pensez-vous qu'il existe un lien réel entre ces objets géocroiseurs et les planètes qui tournent autour de la Terre? Oui, au fait, tous les astéroïdes ne sont pas des géocroiseurs. Les géocroiseurs sont des astéroïdes qui, par perturbation gravitationnelle, quittent leur trajectoire normale et viennent croiser la trajectoire de la Terre ou d'autres planètes du système solaire et entrent en collision avec celle-ci. Donc, si on peut parler de lien entre les géocroiseurs et les autres planètes, là, on peut parler juste de l'impact qu'ils ont sur ces planètes. C'est-à-dire, lorsqu'ils rentrent en collision avec ces planètes, les dégâts causés par ces corps extraterrestres. Et dites-nous encore où en est le Togo dans ce programme? Je peux dire jusqu'en août 2019, le Togo n'était nulle part dans ce domaine quand on va parler de l'astronomie. L'astronomie n'est pas une discipline qui est enseignée au Togo et donc aucune action n'était menée dans ce sens. Mais à partir d'août 2019, grâce aux actions de l'Association des jeunes géologues environnementalistes du Togo, dénommée ONG SG2D, Sciences Géologie pour un développement durable, le Togo est maintenant connu sur le plan international comme un pays qui émerge et qui s'active dans la vulgarisation de l'astronomie. Beaucoup de choses se sont passées allant de l'adhésion du Togo à l'Union astronomique internationale, la plus grande organisation des astronomes astrophysiciens au monde, à la nomination des représentants de cette organisation au Togo et la création d'un comité national dont le rôle est de mettre en œuvre sur le plan national des activités de cette organisation, allant dans le sens de la sensibilisation et de l'éducation en astronomie. Donc, toujours dans ce sens, actuellement, le Togo fait partie des pays qui ont eu l'honneur de donner leurs propres noms non locaux à des corps célestes. Oui, et dites-nous, quelles sont les activités menées par l'association dont vous venez de parler? Oui, au début, nous sensibilisons la population à regarder le ciel, c'est-à-dire que la Lune, à travers une lunette astronomique. Donc nous posons cette lunette astronomique au bord de la route et nous invitons la population à pouvoir observer en plus en détail, c'est-à-dire la Lune. Donc tel qu'on le voit à l'œil nu, c'est différent à la lunette astronomique. Donc au début on croyait que c'est la Lune qui émet de la lumière, mais lorsqu'on regarde ça à travers la lunette astronomique, on voit le contraire. Donc la Lune est comme la Terre, qui n'émet pas de la lumière. Donc, beaucoup d'activités dans ce sens, dans l'éducation, aussi en astronomie. Donc, on organisait c'est-à-dire des séances de formation et d'information à la jeunesse togolaise. Alors, je crois savoir que dans les autres pays, il y a des cours qui sont dispensés dans ce sens dans des universités partout dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que notre pays ou des pays africains ne sont pas encore à ce stade? À cette question, je ne saurais répondre parce que je pense que ce sont les autorités universitaires qui seront en mesure de répondre à cette question. Mais je peux dire qu'il y a des pays africains qui émergent dans ce sens quand même. Donc, je peux dire même dans la sous-région, il y a beaucoup de pays qui émergent dans ce sens. Il ne reste qu'en réalité, en fait, le Togo, et qui doit emboîter les pas des autres pays de la sous-région. Et vivement que votre prière soit exaucée. Alors, est-ce qu'il existe un impact réel de ces astéroïdes sur nous, les humains? Oui, l'impact de ces astéroïdes sur les humains ou globalement sur la Terre peut aller d'un petit caillou, entre guillemets, qui colle la tête d'un individu, à la destruction d'une ville, d'un pays, d'une région ou de la planète tout entière.
Donc tout dépend de la taille et de la nature de l'impacteur, c'est-à-dire de l'astéroïde ou de la comète. Donc si nous prenons à titre d'exemple l'explosion de Tunguska en Sibérie, je peux dire la plus connue, il s'agit, selon les estimations, d'un astéroïde ou d'une comète de 30 à 50 mètres de diamètre seulement. L'objet en question n'a même pas frôlé le sol. Il s'est explosé à une altitude de 3 à 6 km du sol. Mais l'onde a fait coucher tous les arbres dans un rayon de 100 km et environ 1000 km² de forêt ont été brûlés. Donc il a causé une incendie de plusieurs semaines. Donc l'énergie équivalait à 1000 fois celle de la bombe qui a détruit Hiroshima. Donc imaginons un peu un astéroïde de 1 à 10 km de diamètre qui entre en collision avec la Terre. Cela peut engendrer un cataclysme planétaire. Donc le danger y a en réalité. En clair, le danger, il est là en permanence et reste donc pour le moment sans solution. Est-ce qu'il y a des pistes de solution pour, par exemple, détecter ces voyageurs de l'espace aux effets potentiellement dévastateurs? Oui. S'il n'y en a pas, à quand la mise en place d'un tel dispositif? Je peux dire que le dispositif de détection de ces voyageurs de l'espace est déjà un acquis. Grâce à la NASA, Agence spatiale américaine, presque les astéroïdes géocroiseurs de taille supérieure à 1 km et 40% des géocroiseurs de taille compris entre 140 et 1 km sont déjà recensés. Ils sont également à pied d'œuvre pour construire un télescope spatial capable de recenser le reste de ces géocroiseurs. Donc, il sera opérationnel à partir de 2025. Une chose est de recenser les géocroiseurs et une autre est d'arriver à protéger la Terre contre l'impact de ces voyageurs extraterrestres. Voilà. Donc, dans ce sens, des dispositions sont également en train d'être prises pour protéger la planète contre les effets de ces corps célestes. Je peux donner à titre d'exemple la mission DART, du Double Asteroid Redirection Test, c'est-à-dire c'est un test de déviation d'un astéroïde binaire ou double qui va débuter en juillet 2021. Donc, il s'agit de tester la méthode d'impacteur, c'est-à-dire on envoie un déviateur capable de dévier l'astéroïde de sa trajectoire et de collision avec la Terre. Donc, prions juste que ça soit une réussite. Oui, une réussite, d'accord. Mais quand on dévie un astéroïde, on le met où? Oui. Il poursuit tout de même sa course. Oui, c'est-à-dire l'astéroïde peut poursuivre sa course dans le ciel sans rentrer en collision avec la Terre. Alors, M. Dokofi Ador, coordonnateur de l'Association des jeunes géologues et environnementalistes du Togo, votre dernier mot pour clôturer. Tout d'abord, je remercie Radio Lomé et tout son personnel, en particulier vous et Madame Kira Odette, et qui nous avez soutenus pour que nous puissions parler de cette journée mondiale des astéroïdes et de l'astronomie en général à la population togolaise. Je remercie également les auditeurs et auditrices de Radio Lomé, la station du Plessis. Ensuite, nous sollicitons le soutien de toute la population togolaise, en particulier le gouvernement et les acteurs de l'éducation, pour faire vivre pleinement l'astronomie au Togo et pouvoir ouvrir la voie des opportunités dans ce domaine à la jeunesse togolaise. Je ne peux pas conclure cette émission sans remercier certaines personnalités qui ont fait de cet événement au Togo une réussite. Je veux parler de Dr Madame Dacosta, enseignant-chercheur de l'Université de Lomé, et professeur Nyandiki Sao, qui nous ont soutenus pour que nous puissions célébrer cette journée en bonne et due forme au Togo. Et merci, M. Dokofi Ador. Je vous remercie. Le nommé Kossi, auteur d'un accident de la route, a été condamné à payer une amende de 100 000 et 200 000 francs à ses victimes. Il est notamment accusé de défaut de maîtrise et de délit de blessure involontaire. Le récit est fait avec Hélène Assabi dans Écho du Palais.
Dans l'après-midi du 29 mars 2013, le nommé Kossi, conducteur de taxi-moto, avait quitté le village de Chiviepe avec une passagère, la nommée Adjovi. Arrivé à Kévé aux environs de 16 heures, il roulait sur la nationale numéro 5, sens sud-nord, pour déposer sa passagère à sa destination. À hauteur de la rue, débouchant sur le côté est de la nationale, faisant demi-tour pour reprendre la rue que sa cliente lui indiquait, il est entré en collision avec une motocyclette qui roulait sur la même route, sens nord-sud, en direction de Lomé avec à son guidon le nommé Kossi qui avait aussi un passager. L'accident a entraîné des blessures aux deux conducteurs ainsi qu'à leurs passagers et occasionné des dégâts matériels plus ou moins importants sur les deux motocyclettes en cause. Au tribunal de première instance de Kévé à l'audience de 2014, il ressort des circonstances de l'accident que le prévenu Kossi est seul et entièrement responsable du sinistre. Il a été déclaré coupable du délit de blessure involontaire, de défaut de maîtrise et condamné à payer aux victimes les sommes de 200 000 et 100 000 francs CFA à titre d'indemnisation. Prudence donc sur nos routes. Revue de presse. L'affaire du prétendu détournement de fonds dans le secteur pétrolier continue de faire des vagues au Togo. Le Parlement, de son côté, autorise le gouvernement à céder sa part dans la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, au groupe agro-industrie Olam. Pendant ce temps, la pandémie du coronavirus fait son petit bonhomme de chemin. Léontine Atogima. Évolution rapide des cas de contamination au Covid-19 ces derniers jours. Une société de la zone industrielle infectée, provisoirement fermée, titre Écho du pays. Selon l'hebdomadaire, une vingtaine de cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés dans l'entreprise. Dans la foulée, le journal Plus Loin indique que des scientifiques togolais sont sur la piste du renforcement du système immunitaire des malades du Covid-19. Liberté abonde dans le même sens, bientôt des essais cliniques grâce aux chercheurs de l'Université de Lomé. La commission ad hoc de l'Université de Lomé contre le Covid-19 a présenté des compositions phytothérapeutiques retenues pour des tests cliniques, précise le journal. Cap sur le Parlement, par un quitus des élus, la privatisation de la nouvelle société cotonnière du Togo est actée, relève l'Union pour la patrie. Forum de la semaine renchérie, l'État a le feu vert de l'Assemblée nationale pour céder sa part au groupe Olam. L'État cède ses parts au groupe singapourien, ajoute l'économiste. Il s'agit de 51% de sa participation, précise le bi-hebdomadaire l'Union pour la patrie qui poursuit. Selon le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, le gouvernement lorgne du côté de l'agro-industriel Olam, une entreprise singapourienne de négoce et de courtage de denrées alimentaires dont le siège est situé à Singapour. L'alternative conclut donc que le Togo cède la nouvelle société cotonnière au groupe Olam. Togo Matin souligne dans ses colonnes l'objectif du gouvernement à travers cette privatisation, celui de l'augmentation des revenus des cotonculteurs dans 3 ans. Le sujet phare à la une des parutions, le prétendu détournement de 500 milliards de francs CFA dans le secteur pétrolier. Entre les députés Tarma et Alipu, qui, pour soutenir l'opinion, s'interroge Togo Matin. Le quotidien privé s'explique au moment où le président du groupe parlementaire OFC, Sénat Alipu, rejette les éléments présentés. Son collègue du groupe parlementaire NET PDP, Djeritama, lui évoque la nécessité d'écouter le ministre en charge du commerce. Liberté annonce qu'une grande réunion de crise se tient à la primature sur le Petrolgate. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs fidèles auditeurs de Radio Lomé, magazine pluriel de ce samedi, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Voici pour suivre la rubrique sensibilisation.
En l'absence de signes concrets pouvant taxer un individu de porteur du coronavirus, et surtout vu sa facilité à se propager, les acteurs de la santé recommandent de rester chez soi lorsqu'on n'est pas obligé de sortir. Le but recherché est d'éviter la contamination au Covid-19. Alice Barandao. Pour la réduction des risques de contamination du coronavirus, lorsqu'on n'a rien d'important à faire dehors, il vaut mieux rester chez soi, car il y a de ces patients asymptomatiques qui peuvent facilement transmettre la maladie sans la faire eux-mêmes. Dr Pana Asimawe, épidémiologiste de la santé publique, explique. Au Togo, on encourage l'autoconfinement qui rentre dans le cadre du comportement individuel de nous tous. C'est pour ça que le gouvernement a dit, bon, si vous n'avez pas vraiment quelque chose de très important à faire dans la ville, dans le public, c'est pas la peine de sortir. Parce que ce que les gens doivent comprendre, en sortant, vous augmentez votre chance de rencontrer le virus au cours de votre parcours dans votre circuit, dans la rue. Au dehors, on rencontre d'autres personnes. Parce que il n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que le virus est dans son corps. Il n'est pas écrit. Tout comme le VIH, il n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas à l'œil nu savoir si il porte le virus dans son corps, oui ou non. C'est pour ça que ces mesures de sortie, si vous faites un autoconfinement, c'est-à-dire vous limitez au maximum vos rencontres avec les autres personnes dans la rue, dans le public, vous réduisez justement votre chance de pouvoir rencontrer le virus. Et le confinement tel qu'on l'a vu et qu'on le vit en Europe, il serait difficile chez nous ici de l'appliquer. Donc pour qu'on n'arrive pas à cette situation pour les pays africains et particulièrement le Togo, notre pays, il faudrait simplement faire les choses qui sont simples. Docteur, il est vrai que les chiffres ne sont pas exponentiels chez nous au Togo. Dites-nous tout de même comment faire pour baisser la courbe des victimes et des contaminations dans notre pays. Si vous regardez dans les autres continents, en Europe, aux États-Unis, c'est par milliers que les gens décèdent par jour. C'est des milliers de cas aussi que les gens enregistrent. En Afrique, on n'a pas encore atteint cette situation alarmante. Au Togo, on n'a pas aussi à s'alarmer tellement parce que le nombre de cas que nous enregistrons aujourd'hui ne doit pas nous amener à la panique, mais plutôt à renforcer justement les mesures qui doivent nous permettre de limiter encore la propagation de cette maladie au sein de la communauté. Alors, que faire? Bien sûr, la lutte contre une épidémie, sinon une pandémie, repose principalement sur la prévention. Dès qu'on dit qu'il y a une maladie en général, il y a un proverbe qui dit « il vaut mieux prévenir que de guérir ». Par conséquent, c'est la même approche qui s'applique à la lutte contre le Covid-19. Alors, les mesures de barrière, si nous les respectons exactement dans la communauté, chacun individuellement et d'une façon collective, nous limitons justement la survenue de nouveaux cas dans la population. Et par là, par ricochet, nous limitons la propagation et donc nous avons la chance de stopper la maladie, de stopper la pandémie. Voilà donc ce que je peux dire, la prévention qui passe par le respect et la mise en œuvre, l'application des mesures barrières que le gouvernement a mis en place. Quoi qu'il en soit, lavons-nous régulièrement les mains au quotidien, portons les masques et restons distancés les uns des autres. Ces mesures peuvent vraiment mieux nous protéger contre le coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg